La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre est un événement international qui débute le 25 novembre de chaque année et se termine le 10 décembre. Au Sénégal, il est important de spécifier que l'État a exprimé son engagement au combat en ratifiant plusieurs conventions internationales qui protègent les femmes et les filles contre tout type d'abus. Ces dernières années, les discussions ont été nombreuses sur la condition féminine dans notre pays, mais les exemples d'injustice ont aussi été très marquants. On se pose une question, où en sommes-nous aujourd'hui en 2021 alors que les 16 jours d'activisme tirent à leur fin? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai le plaisir d'être accompagnée par deux invités pour parler de cette question. On a d'abord Madame Gaëlle Babacar Mbaye. Bonjour Gaëlle. Bonjour Sophia et merci pour l'invitation. Merci d'être là. Alors Gaëlle, vous êtes militante de la société civile et vous êtes aussi chargée des programmes à Africa Jom. C'est ça. Que peut-on dire de plus sur vous? Alors, je suis activiste, militante des droits de l'homme, notamment de ceux des femmes et des filles. Et durant ces 16 jours d'activisme, je suis partenaire de ONU Femmes en tant qu'influenceuse digitale et créateur de contenu sur les questions liées à la promotion des droits des femmes et des filles. Et nous sommes en pleine campagne, raison pour laquelle j'ai essayé un peu d'apporter la touche orange sur ma tenue. Bah oui, on voit ça, la touche orange, et vous êtes en tout cas bien spécifique pour parler de ce thème. Vous êtes à votre place ici. Et on a aussi Monsieur Gilles Yabi. Bonjour Gilles, comment ça va? Très bien, bonjour, ravi d'être de retour sur ce plateau. Exactement, de retour aussi sur ce plateau. Alors Gilles, vous êtes analyste politique, on le rappelle, et économique. Vous êtes aussi le fondateur de Wati, un think tank citoyen. Tout à fait, et je crois que j'avais déjà rappelé que l'objectif de Wati est de contribuer au bien-être économique, social, politique dans la région, en Afrique de l'Ouest en particulier, avec un accent sur la dissémination des connaissances et sur le débat public. Je crois que cette émission participe totalement à ce débat public sur toutes les questions d'intérêt général. Exactement, exactement. Bah, écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec Madame Gaëlle. La première question vous est adressée. Donc, selon vous, qu'est-ce que ces 16 jours d'activisme, justement, contre les violences basées sur le genre représentent pour un pays comme le Sénégal? Alors, Sophia, comme vous le savez, cette campagne des 16 jours d'activisme démarre chaque année. C'est un événement international qui débute le 25 novembre, qui est la journée de l'élimination des violences faites aux femmes et qui se termine le 10 décembre, un jour qui coïncide avec la journée internationale des droits de l'homme. Ce qui montre un peu cette corrélation qui existe bien évidemment entre les droits de l'homme et ces violences faites aux femmes et aux filles. Cette année, aujourd'hui, le thème c'est tous unis d'ici 2030 pour mettre fin dès maintenant à ces violences faites aux femmes et aux filles. Et des organisations de la société civile se sont engagées auprès du gouvernement du Sénégal avec l'appui de certaines organisations internationales comme l'entité des Nations Unies pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, ONU Femmes, avec d'autres jeunes, les étudiants, les acteurs de la société civile, les relais communautaires, pour chacun à des niveaux différents, dans des domaines différents, que chacun puisse apporter sa touche concernant ces violences basées sur le genre. Cette année, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à 3 niveaux. Donc, du point de vue de la technologie, comment aujourd'hui, à ce niveau, on peut mettre fin à ces inégalités de genre, mais aussi et surtout du niveau des violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre, très souvent, quand on en parle, on a tendance à se limiter à tout ce qui est viol, à tout ce qui est inceste, c'est-à-dire tout ce qui fait la une très certainement de nos journaux, mais ça va au-delà. Il y a des violences dont on ne parle pas très souvent, c'est des violences psychologiques, c'est des harcèlements sexuels qui existent dans les domaines de travail, c'est des harcèlements qui existent dans le milieu scolaire, c'est des harcèlements qui existent également dans le milieu politique, dans nos sphères de décision. Et parfois, ces violences peuvent revêtir un caractère économique, des violences conjugales dont on ne parle pas très souvent, dû certainement à des faits culturels tels que le masla et le soutoura, mais aussi du point de vue de la justice. Comment aujourd'hui les femmes peuvent avoir accès
à ces instances de prise de décision. Récemment, nous parlons de la restauration du Premier ministre. J'ai fait un post là-dessus, je leur dis, mais c'est l'occasion de mettre une femme à la tête de la primature. C'est vraiment dommage que l'on soit en 2021 et que les femmes n'occupent même pas un tiers du gouvernement du Sénégal. C'est déplorable et on se contente du simple fait d'avoir une femme à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et nous sommes en 2021, je persiste et jusqu'au moment où je vous parle, dans certaines régions du Sénégal, des filles restent 5 jours dans le mois sans aller à l'école parce qu'elles sont en période de menstrues, ce qui est une amputation à leurs droits et libertés fondamentales liées à la scolarisation de ces filles. Et donc il est important parfois que toutes ces initiatives qui sortent, tant des OSC, tant des ONG et des think tanks, que l'on puisse évaluer un peu l'échec ou le succès de toutes ces initiatives, parce qu'il n'en manque pas. S'il faut être honnête, il ne manque pas d'initiatives tant de la part de tous ces acteurs. Oui, beaucoup d'informations dans ce que vous dites et j'en retiens ces violences qui font la une des journaux. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, qui sont là, mais aussi les violences psychologiques qui sont là et donc peut-être on parle moins à cause de cet aspect culturel un peu qui est là. Monsieur Yabi, est-ce que la question du genre est une question sur laquelle vous penchez beaucoup dans vos entreprises et jusqu'à quel point elle affecte un peu vos entreprises et à quel point elle vous interpelle cette question? Oui, alors peut-être d'abord dire que je suis ravi de partager ce plateau avec Gaël Mbaye qui fait partie d'ailleurs des personnes que nous avons interrogées à Ouati dans le cadre de l'un de nos nombreux projets qui se focalise justement sur la condition des filles et des femmes au Sénégal. Et de manière plus large, nos projets sur la question des droits humains. Je crois que les deux questions ne sont pas, on ne peut pas les dissocier. Je crois que cela a été clairement dit par Gaël à l'instant. Du côté de Ouati, oui, au fond, pour moi, c'est une évidence qu'on ne peut pas prétendre travailler sur l'amélioration du bien-être collectif présent et futur, c'est-à-dire aussi les conditions dans lesquelles les prochaines générations, nos enfants, vont vivre au Sénégal, comme d'ailleurs ailleurs dans la région. On ne peut pas prétendre travailler sur ces questions sans considérer la question de la condition des filles et des femmes comme étant une question cruciale. Ce n'est pas une question accessoire, ce n'est pas une question subsidiaire, c'est une question centrale qui doit faire l'objet de toutes les attentions dans tous les pays de la région ouest africaine et au-delà à l'échelle du continent. Et donc, depuis le début, on a lancé Ouati en 2015. Le site internet a été ouvert en septembre 2015 et quelques mois après, déjà en 2016, on avait un premier projet sur un dossier sur l'accès des femmes aux ressources économiques, à la terre, au crédit et à l'emploi au Mali et au Sénégal. Et ensuite, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2019 au Sénégal, nous avions décidé, avec le soutien à l'époque de l'ambassade du Canada au Sénégal, de réaliser une série d'entretiens avec 20 filles et 20 femmes sénégalaises pour demander leurs attentes par rapport à cette élection présidentielle. C'était l'occasion de mettre justement l'accent sur les problèmes les plus importants. Évidemment, les violences sont l'illustration, je dirais, la plus extrême des inégalités de genre. Et je pense que Gaël a bien précisé aussi l'importance de décortiquer ces violences sexuelles, violences physiques, mais aussi violences psychologiques, et de tenir compte aussi de la diversité des situations. Dans les zones rurales et dans les zones urbaines, on n'a pas nécessairement les mêmes types de violences et la même hiérarchisation des violences. Mais au-delà de la question des violences, les questions d'inégalité de genre, elles touchent tous les secteurs de la société, l'éducation, l'emploi, l'économie. Et donc, déjà, ce projet en 2019, les vidéos sont toujours sur le site de Ouati. Nous avions aussi d'ailleurs ajouté quelques entretiens, cette fois-ci sur les programmes des candidats, où les femmes sénégalaises commentaient ce qui était prévu, ce qui était annoncé par les candidats à cette élection sur les questions d'inégalité de genre. Il y avait d'ailleurs pas beaucoup de choses dans les programmes des candidats. Mais c'était vraiment l'occasion de dire que cette question doit faire partie du débat public à l'occasion des élections, mais pas seulement, de manière permanente. Et j'ajouterais que cette année, nous menons un autre projet avec la même ambition de donner la parole aux femmes pour qu'elles disent elles-mêmes ce qu'elles pensent de la situation au Sénégal en termes de conditions des filles et des femmes et en termes d'inégalité de genre. Et nous sommes déjà, je pense, à 24 entretiens publiés sur le site de Ouati. On sera à 30 dans quelques semaines. Et là, dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence espagnole pour le développement international. L'idée est la même, mettre ces questions dans le débat public.
Pour nous, ça fait partie vraiment des moyens de faire bouger la société, c'est de discuter, de ne pas considérer que les gens sont nécessairement convaincus. Il faut aller à la confrontation d'idées, c'est comme ça que les sociétés bougent. Et je terminerai en disant aussi que un élément qui me semble être important, c'est de répéter que ce n'est pas une question sénégalaise, ce n'est pas une question africaine, c'est une question mondiale. Et comme beaucoup de questions, dès qu'on aborde ces questions, vous avez toujours dans nos sociétés africaines des gens qui vous disent non, c'est l'influence des Blancs, c'est l'influence occidentale. Et je crois qu'il faut très vite déconstruire cette manière de penser. Nous ne sommes pas les seuls en Afrique à avoir des traditions. Lorsqu'on regarde partout dans le monde, on a des inégalités de genre qui restent très importantes. Et donc, il faut sortir de ces débats tout de suite pour le recentrer sur la condition des filles et des femmes. Est-ce que des hommes qui ont des enfants, des filles, est-ce qu'ils sont contents de savoir que ces filles peuvent être menacées par des violences dans les prochaines années, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur environnement professionnel? C'est ça la question qu'on doit se poser. Une question mondiale, hein, c'est pour ça que lorsqu'on parle des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, on parle d'un événement international parce que ça touche tout le monde. Mais vous l'avez bien dit, il y a une particularité et il y a ces notions culturelles et sociales qu'on ne peut pas ignorer, Madame Gaëlle Mbaye, et vous l'avez touché tout à l'heure, surtout lorsqu'on parle des violences psychologiques ou des harcèlements un peu verbaux qui sont faits au niveau de la sphère professionnelle, etc. Ce sont des choses dont on parle moins. Une question qui me vient comme ça, c'est comment justement briser le tabou par rapport à ça et expliquer que oui, il faut en parler de cette violence psychologique et ce harcèlement verbal aussi qui est présent. Alors oui, vous parliez de la dénonciation, c'est pratiquement un défi majeur que nous devons relever dans nos combats de tous les jours. Récemment, nous avons voté la criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal. Oui. C'est certes une avancée, il faudrait s'en féliciter, mais si aujourd'hui il n'y a pas de mesures d'accompagnement efficaces qui sont prises tant de la part des sociétés, je suis désolée, mais il serait très difficile d'apercevoir le bout du tunnel. On a beau mettre en place des lois, on a beau aujourd'hui mener des plaidoyers, mais s'il n'y a pas l'appui des victimes, si aujourd'hui les familles, les femmes surtout qui sont affectées n'arrivent pas à briser le silence, il serait très difficile que nous puissions aujourd'hui avoir accès à ces cas de violence qui existent pratiquement dans certaines concessions. Dans le monde rural aujourd'hui, on voit toutes ces violences que subissent ces femmes, notamment les jeunes filles, par rapport au mariage précoce, par rapport aux mutilations génitales féminines, par rapport à toutes ces traditions, par rapport à toutes ces pratiques malsaines parfois qui ont pratiquement des conséquences sur la vie de la femme, qui ont pratiquement des conséquences sanitaires, parfois économiques même chez la femme. Oui, des conséquences terribles. Moi, une autre question qui me vient comme ça, Monsieur Yabi, c'est par rapport au rôle des entreprises, justement, comme une entreprise comme Wachi, comme vous l'avez expliqué, qui est très dans le combat. Comment est-ce que les entreprises, à leur niveau, peuvent se sentir interpellées par cette question-là d'une manière ou d'une autre, indépendamment de leur nature et de ce qu'elles font, de leur travail, mais au sein même des entreprises, comment inculquer justement cette question du genre? Oui, alors peut-être d'abord préciser que Wati est une organisation de la société civile, c'est un think tank citoyen, donc ce n'est pas une entreprise dans le sens d'entreprise commerciale. On est totalement dans le secteur associatif et comme un laboratoire d'idées. Mais évidemment, je crois que la responsabilité, c'est celle de toutes les entreprises et toutes les associations, toutes les organisations et bien sûr l'État. Toutes ces institutions ont un rôle à jouer et elles ont un rôle à jouer en interne également pour s'assurer justement que l'environnement professionnel en interne, par exemple, protège les femmes qui travaillent. Les questions à nouveau de harcèlement elles sont récurrentes. Dans la série d'entretiens que je mentionnais tout à l'heure en 2019, il y avait beaucoup de femmes qui décrivaient concrètement comment est-ce qu'il y avait du harcèlement même déjà dans le processus de demande d'emploi, puisqu'on a aujourd'hui une demande d'emploi très importante de la part des jeunes, y compris des jeunes femmes, et les jeunes femmes sont confrontées à des difficultés majeures, précisément à cause du harcèlement et de formes de chantage, au fond, pour l'accès à l'emploi. Et là aussi, ce n'est pas une question sénégalaise. Il y a eu plusieurs faits qui ont défrayé l'actualité aussi d'un pays comme le Bénin au cours des derniers mois, où dans le secteur des médias, une femme avait
publiquement expliqué à quel point elle avait été systématiquement confrontée à du harcèlement sexuel dans son travail. Donc ces questions, elles sont importantes. Ce qui me semble être important aussi, et je pense qu'on l'a déjà un peu abordé, c'est le lien entre la place des femmes dans la société, la place des femmes dans la politique et la place des femmes dans l'économie. Nous avons organisé à Wati une série de 3 tables rondes virtuelles sur ces 3 questions et il est très clair à mon sens que la place des femmes et la perception du rôle de la femme dans la société est en fait l'aspect le plus transversal parce que c'est ce qui explique aussi d'une certaine manière la place des femmes dans la politique et les restrictions des femmes dans l'accès aux ressources économiques. Et je pense que cette question de la perception de la femme dans la société sénégalaise, elle est essentielle. Nous l'avons discuté en particulier à travers le prisme des médias, quelle image les médias aussi donnent de la femme et du rôle de la femme. Et d'ailleurs, nous avons eu un entretien avec vous à ce sujet. Et je crois que c'est en abordant la question dans toutes ses dimensions qu'on prend la mesure, disons, de son importance. Et à nouveau, je le répète, lorsqu'on parle de la situation des filles en zone rurale, mais pas seulement, des mariages précoces, ce sont des choses qui changent leur trajectoire de vie durablement, enfin, sur toute leur vie. Une fois que vous êtes retiré de l'école, ça change totalement vos perspectives de revenus, ça change vos perspectives en termes de liberté dans les choix, disons, que vous pouvez faire. Et donc, c'est une question à nouveau qui n'est pas accessoire, c'est une question qui est centrale et qui va être déterminante pour l'avenir de nos sociétés. On en vient justement, Madame Bey, à ces scandales. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en dire les scandales les plus récents qui touchent directement aux droits de la femme et aux questions du genre? Quand je parle de ces scandales les plus récents, je pense au cas de Adji Sarr l'année dernière. Je pense aussi au cas du dentiste Falapey qui s'est suicidé en tuant ses 3 enfants et en accusant sur une lettre de 10 pages son ex-femme. Et je pense aussi au cas le plus récent de Miss Sénégal 2020 qui a dénoncé un viol qu'elle aurait subi justement pendant qu'elle vaquait à ses activités de Miss. Tous ces scandales-là qui touchent directement aux questions du genre, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon et comment ça peut nous aiguiller sur où est-ce qu'on en est concrètement en 2021 au Sénégal par rapport à la question du genre? Alors, Sophia, je pense que nous sommes en train d'assister à un cycle de violence auquel il faudrait réfléchir. Et impliquer tous les acteurs. Et je pense que je vais inviter les sociologues et les acteurs communautaires à ce qu'ils réfléchissent un peu à ces phénomènes de violence qui aujourd'hui, pas seulement dans le domaine des droits des femmes et des filles, mais qui se passent aujourd'hui sur la scène politique, qui a parfaitement d'ailleurs des corrélations par rapport à ces violences que posent les jeunes, par rapport à ces violences qui existent au sein du domaine conjugal. Et en l'espèce, vous parliez de plusieurs cas, mais ces cas ne sont que la partie visible de l'iceberg. Je le dis parce qu'ils ont suscité beaucoup de débats, parce que c'est des personnes ou des entités qui appartiennent à des corps, donc bien précis, parfois. C'est des gens célèbres, parfois c'est des gens appartenant à des obédiences politiques. C'est ce qui a fait certainement tout ce bruit, c'est ce qui a fait qu'ils aient pratiquement fait la une des journaux au plan national et international, parce que finalement c'est un fait qui a quand même beaucoup secoué la toile. Mais il en existe des cas de viol tous les jours, il existe des milliers de cas de violence conjugale, il existe des milliers de cas de viol, des milliers de cas d'inceste aujourd'hui. Il faut aller au tribunal tous les jours, nous jugeons sur ces faits. Et je pense qu'il serait bien que nous réfléchissions et que il est temps de s'offusquer un peu de ce qui se passe et aller au-delà aujourd'hui de tout ce qui a été fait par les organisations de la société civile et les autorités et analyser avec beaucoup de sérénité ce qui s'est passé réellement, prendre des mesures par rapport à cela. Mais également inviter le pouvoir judiciaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Quand il faut punir, il faut le faire. On a certes voté la loi criminalisant le viol, mais récemment, quand le viol était au stade d'un délit, c'était tout un problème pour que les magistrats appliquent les peines à la hauteur des actes. Donc, il est arrivé dans ce tribunal qu'un prédateur sexuel qui a violé une fille mineure de 6 ans qui se voit appliquer une peine avec sursis. C'était scandalisant et donc c'est parfois un problème
problème auquel aujourd'hui tous les acteurs doivent jouer un rôle. Donc certes, il y a des plaidoyers qui sont en train d'être menés par les OSC, par les organisations de femmes, mais aujourd'hui, quoi qu'elle puisse être taxée de féministe, comme disait Simone de Beauvoir, le féminisme, c'est de l'humanisme aujourd'hui. C'est une question d'humanité qui se pose. Le fait de voir une femme souffrir, le fait de voir une femme subir un cas de viol qui a des conséquences psychotraumatiques, parfois on pense beaucoup plus à l'auteur de l'acte qu'à la victime. Et c'est vraiment dommage. Et j'en profite d'ailleurs, puisqu'il s'agit un peu d'une campagne, d'une alerte envers nos autorités, d'accompagner davantage ces femmes victimes de viol, d'accompagner davantage ces femmes victimes de violences conjugales. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits de la part de l'association des juristes sénégalaises. Il faut saluer ceci. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits de la part des organisations, des mouvements de jeunes, des OSC, mais il faudrait davantage aller vers la prise en charge. La violence, ce n'est pas seulement la gestion et la prévention, mais c'est aussi et surtout la prise en charge de toutes ces victimes. La prise en charge des victimes, et d'ailleurs on reviendra, vous avez touché un peu le sujet, mais sur la loi qui criminalise le viol, on reviendra dessus pour vous poser des questions un peu plus spécifiques par rapport à ça. Mais juste avant ça, Monsieur Yabi, finalement, selon vous, au Sénégal, est-ce qu'on dispose, en connaissant les réalités du terrain, est-ce qu'on dispose d'un cadre social et culturel qui est favorable à la promotion des droits de la femme et de la question du genre? Est-ce que cette question est bien reçue dans le cadre socioculturel dans lequel on se trouve? Alors, je donnerai pas nécessairement mon point de vue, mais mon point de vue, au fond, il est formé par ce que j'entends lorsqu'on donne justement la parole aux femmes et aux filles, et c'est ce que nous faisons. C'est pour ça que nous trouvons que c'est important de donner la parole aux femmes et aux filles, en essayant évidemment d'avoir la diversité des catégories sociales, parce qu'à nouveau, il y a une grande diversité dans la réalité aussi vécue par les femmes. Et ce qu'on entend, et moi je réécoute souvent les entretiens que nous avons réalisés, parce qu'ils sont d'une très grande richesse, et j'encourage vraiment tout le monde à le faire. C'est ce qu'on entend, bien évidemment, c'est qu'on n'a pas un contexte socioculturel qui est favorable à la protection et à la promotion des droits des femmes. Vous avez signalé au début de cette émission le fait que le Sénégal avait ratifié un certain nombre d'instruments internationaux de protection des femmes. Il y a le protocole de Maputo au niveau continental, au niveau africain par exemple. Je crois qu'on continue à avoir, par exemple, sur l'âge au mariage, une dissonance entre ce que prévoit le protocole de Maputo et ce qui est appliqué au Sénégal, par exemple. Sur l'avortement aussi. Sur l'avortement, il y a encore énormément de travail à faire, de changements à apporter, et c'est extrêmement difficile d'avoir du mouvement là-dessus. Donc, sur toutes ces questions, je crois que c'est très clair que le contexte socioculturel reste défavorable. Mais ça bouge. Je crois que c'est important de le signaler. Gaëlle a mentionné le rôle de l'Association des femmes juristes du Sénégal. Nous les avons souvent interrogées sur ces questions. La loi sur la criminalisation du vol, elle n'est pas venue comme ça par hasard. C'est le résultat de plaidoyer, de campagne pendant des années. Les droits des femmes de manière générale, au Sénégal comme partout dans le monde, à nouveau, ça évolue en fonction de l'engagement des hommes et des femmes qui pensent que ces questions sont importantes. Ce n'est jamais le fait du hasard. La société n'évolue pas comme ça. Il y a des intérêts. Lorsque les hommes veulent conserver le pouvoir politique, évidemment, on comprend très bien pourquoi. Parce que plus il y a des femmes, moins il y a de la place pour d'autres aussi. Donc, dans toutes les sociétés, vous avez aussi des batailles essentiellement d'intérêts. Et c'est pour ça qu'il faut du débat public pour faire basculer un peu, à un moment donné, la balance d'un côté. Donc oui, pour répondre à votre question, le contexte, je pense, reste assez difficile au Sénégal pour les droits des femmes. Mais je voudrais peut-être ajouter deux éléments. Le premier, c'est la difficulté de la mesure. Par exemple, si on prend le cas spécifique des violences, on a dans nos pays une grande difficulté déjà à documenter les choses, à avoir des faits. Évidemment, c'est un domaine où c'est pas facile, parce qu'on sait très bien que là, beaucoup de femmes ne vont pas justement dénoncer publiquement ou porter plainte, par exemple. Sur ça bouge, parce que parfois, on peut aussi avoir l'impression qu'un problème s'aggrave, alors qu'en réalité, c'est juste qu'il y a de plus en plus de personnes qui dénoncent ce problème. Mais on n'a pas vraiment les moyens d'évaluer, disons, le progrès sur ces questions. Je crois qu'il faut investir dans la recherche,
pour pouvoir, et dans les instruments, pour pouvoir documenter davantage les progrès et voir justement là où est-ce que ces progrès sont très lents, sont trop lents par rapport à ce qu'on aimerait. Et je pense que le deuxième élément, c'est l'éducation, l'importance capitale de l'éducation, y compris l'éducation des garçons. Parce que ce qui va aussi changer la perception des femmes dans la société et qui aura des conséquences sur toutes les autres dimensions, c'est comment on éduque les garçons et les filles, en particulier comment on éduque les garçons. Et dans un document que nous avons publié le 8 mars 2019, justement dans la suite de ces entretiens, nous avions insisté sur cela, l'importance de revoir aussi les messages éducatifs, que ce soit à la maison, mais aussi évidemment à travers le système éducatif formel, pour que les garçons ne pensent pas qu'il y a un certain nombre de tâches qui sont seulement des tâches à faire par les filles, et que de manière générale, les garçons comprennent très bien la notion d'égalité de genre. La notion d'égalité de genre. Peut-être, Madame Gagne, une chose à rajouter sur l'éducation particulière des filles et des garçons et comment la faire évoluer? Alors, très souvent, nous menons des combats pour une participation effective des femmes dans les instances de prise de décision. C'est idem par rapport à la parité qui a été votée au Sénégal et il faudrait se réjouir par rapport à ça. Quoique, personnellement, je suis militante sur les droits des femmes et des filles, mais à mon avis, il faudrait beaucoup plus prôner les compétences et les capacités. Bien sûr. Est-ce qu'il faudrait mettre des femmes juste pour respecter une équité, une égalité de genre, mystère et boule de gomme? Et à mon avis, il faudrait que nous passions par un processus, celui de l'éducation, celui de l'instruction et celui de l'insertion socio-économique des femmes. Dans nos politiques publiques, comment aujourd'hui avoir des femmes dans le secteur économique, comment aujourd'hui au niveau de l'éducation, certes il y a eu des efforts qui ont été faits par l'État du Sénégal avec tous ces projets visant aujourd'hui à promouvoir les classes scientifiques pour les femmes. On voit également des femmes dans plusieurs domaines. Dans le domaine sécuritaire, on voit maintenant des femmes qui y sont, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'il y a également des efforts à faire dans ce sens. Dans le monde rural, on voit des filles qui abandonnent très tôt les études. On voit des filles qui sont mariées très tôt jusque-là. On voit des filles qui subissent des pratiques malsaines et ce qui a pratiquement des conséquences sur leur développement, sur leur capacité intellectuelle, sur leur vie, comme le disait tout de suite Géliabi. Et donc, voilà, c'est des choses auxquelles nous considérons peut-être comme des détails, mais ça occupe une place prépondérante dans ce processus aujourd'hui visant à promouvoir la participation des femmes dans la vie économique, dans la vie politique et dans la vie sociale. Dans la vie sociale. Monsieur Yabi, tout à l'heure, vous avez touché à un point qui était assez important, c'est celui du fait que la promotion de la question du genre et des droits de la femme dans un pays ou dans un espace dépendait de l'engagement de tout un chacun. Est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, il y a, il y a comme un blocage par rapport à cet engagement-là? Est-ce que vous pensez que, par exemple, au niveau des femmes, certaines ne veulent pas se faire traiter de féministes, justement à cause de la pesanteur socioculturelle qui va avec ce nom-là? Les hommes aussi, peut-être, ont des restrictions par rapport à ça, à cause justement du modèle éducatif qu'ils ont reçu. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce blocage-là qui empêche l'engagement d'être un peu plus élevé qu'il n'est actuellement? Oui, je ne parlerai pas de blocage parce qu'à nouveau, je crois qu'il y a aussi du mouvement. Et c'est important de le reconnaître parce que lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a pas de mouvement et que nos sociétés ne bougent pas, on est habité par une forme de pessimisme et finalement on fait plus rien. Alors qu'il y a du mouvement, il y a des dynamiques en place. Ce que je trouve intéressant par exemple au Sénégal, et à nouveau on l'a vu beaucoup à travers nos entretiens avec différentes générations de femmes, à la fois des femmes pionnières qui se battent depuis des décennies sur ces questions. Madame Dior Falso, par exemple, que nous avons interrogée à plusieurs reprises et beaucoup d'autres. Mais en même temps, on a une nouvelle génération de jeunes femmes très engagées, actives sur les réseaux sociaux. Je crois que Green Bay en fait partie. Il y en a d'autres aussi que nous avons interrogées où on sent évidemment un très fort engagement et une capacité à se libérer
libérer justement peut-être de tous les complexes qui pouvaient empêcher une génération plus ancienne de s'exprimer librement sur ces questions. Donc il y a du mouvement. Je crois que ce qui est important, c'est d'accompagner ce mouvement. Ce qui est important, c'est aussi d'être assez concret. On a parlé tout à l'heure du besoin de prise en charge des victimes. Ça, c'est une question précise, concrète, sur laquelle il faut agir. C'était aussi un des 10 points de notre document de 2019. C'est la responsabilité des États cette fois-ci. Il faut que l'État sénégalais en fasse davantage pour la protection des femmes qui ont déjà subi des violences ou celles qui, disons, ont un risque élevé de récurrence de ces violences. Et il faut qu'il y ait un cadre qui puisse les protéger. Parce qu'à nouveau, ce ne sont pas des questions sur lesquelles on a nécessairement à inventer, à tout inventer. Et toutes les sociétés, quasiment dans le monde, sont confrontées à ces problèmes-là. En Europe, vous avez encore dans des pays des taux très élevés aussi de violences conjugales et de violences faites aux femmes de manière générale. Donc, sur toutes ces questions, il y a des pistes, il y a des solutions. Ça demande un engagement fort de la société pour pousser les gouvernants à prendre des décisions, mais ça demande aussi justement à ce que ça bouge au niveau de la participation politique des femmes, parce que plus vous aurez des femmes aussi dans des positions de décision, plus vous avez des chances que ce type de questions monte, disons, dans l'agenda politique national. Il ne faut pas que ce soit des questions séparées, des questions d'éducation, de santé. C'est une question transversale et qui doit être prise en charge dans toutes les politiques publiques au Sénégal, à nouveau, comme partout ailleurs dans la région. Mais cette question de la prise en charge des victimes, par exemple, c'est un point clé sur lequel une campagne, il ne faut pas qu'on se limite aux 16 jours annuels. Il faut que sur des points précis, on fasse bouger les choses plus rapidement et c'est ce qui permet aussi d'accélérer le mouvement dans la société. Madame Gueye, j'aimerais revenir un peu sur l'engagement avant de passer. Vous êtes justement une militante, une engagée, une Sénégalaise aussi. Comment pousser plus de jeunes à s'engager et à se libérer de ce que moi j'appelle blocage, mais plutôt pesanteur, comme le dit Gilles, cette pesanteur un peu socioculturelle qui fait que peut-être ils voudraient être engagés, mais ne vont pas jusqu'au bout de l'engagement à cause de cette pesanteur-là. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, à mon avis, nous sommes tous envoyés sur Terre pour une certaine mission. Nous sommes au Sénégal. Si je me fie à l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba et Hadj Malick Sy, c'est des gens qui ont beaucoup apporté à leur communauté. Et à mon avis, le citoyen, c'est cette personne qui se pose tous les matins la question à savoir quel est l'impact que je peux produire vis-à-vis de ma communauté. En Wolof, on dit « Kujur dom dewo », mais moi, je me dis que cette personne qui ne meurt pas, c'est cette personne qui aujourd'hui a eu à laisser des empreintes au sein de sa communauté. Pas seulement du point de vue économique et politique, mais bien évidemment par un investissement humain. Comment aujourd'hui être utile à sa communauté? L'engagement, bien évidemment, n'est pas sans danger. Il va falloir mettre en gage son statut, sa voix, sa personne. Voilà, et c'est des défis auxquels nous faisons face en tant qu'acteurs. Parfois, personnellement, il m'est très difficile de m'autoproclamer féministe parce que je ne sais pas la personne qui est en train de m'écouter, qu'est-ce qu'elle entend par le concept du féminisme. Mais je m'érige de toute façon en une militante des droits des femmes et des filles et je suis dans la promotion de ces droits-là et si c'est ça le féminisme, je suis féministe. Nous sommes dans les 16 jours d'activisme et beaucoup d'activistes sont dans ce combat, mais je leur dis très souvent, il ne faudrait pas se limiter à cette période, il faudrait allier ces 16 jours d'activisme à 365 jours d'action. 365 jours d'action, 365 jours de plaidoyer et de projets et de mouvements. Il faudrait qu'il y en ait de la part du gouvernement, de la part des organisations de la société civile, de la part des familles, de la société, parce que c'est des faits auxquels aujourd'hui il faudrait que chacun puisse aujourd'hui s'impliquer et c'est valable pour les politiques, c'est valable également pour toutes les couches de la population. Donc l'engagement doit être à la portée de tous, que chacun puisse aujourd'hui s'impliquer dans les affaires liées à la cité, dans les affaires liées à la République, aller au-delà même des droits des femmes et des filles.
aller au-delà des droits des femmes et des filles. Vous lancez d'ailleurs quelque chose d'important quand vous dites que vous avez du mal à vous proclamer féministe parce que vous ne savez pas un peu le regard ou ce que la personne, votre interlocuteur, en tout cas la personne à qui vous parlez, entend par ce terme-là. Est-ce qu'il y a ce problème-là de dialogue? Est-ce que finalement le dialogue est blessé? Parce que quand on parle de 16 jours d'activisme, Gilles Yabi, est-ce que les gens comprennent vraiment de quoi il s'agit? Ici, je parle du contexte du Sénégal, dès qu'on parle de lutter pour le droit de la femme, lutter contre les violences faites aux femmes, est-ce qu'il y a un problème de compréhension même à ce niveau-là? Oui, je soupçonne qu'il y ait un problème de compréhension de la part d'une partie, en tout cas, de la société par rapport à ce type de campagne ou par rapport aux journées internationales, par exemple, des droits de la femme. À nouveau, avec ce que je signalais au début de cette émission, cette perception qu'il s'agit de campagnes importées ou d'idées importées d'Occident, en oubliant par exemple qu'aux États-Unis, en ce moment même, sur la question de l'avortement, il y a énormément de débats et qu'il y a des positions extrêmement polarisées qui sont autant polarisées, voire plus polarisées que ce qu'on observe dans beaucoup de sociétés africaines. Donc, à nouveau, ça, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, pollue systématiquement toutes nos réflexions dans tous les domaines, hein, pas seulement sur la question des droits des femmes, mais sur les questions de sécurité, d'éducation. On a toujours il y a une partie de la société qui systématiquement se pose d'abord la question, est-ce que ceux qui défendent les droits des femmes, est-ce que c'est parce qu'ils sont occidentalisés et qui importent des combats qui ne sont pas les nôtres? Je crois qu'à nouveau qu'il faut évacuer cette question, mais pour l'évacuer, il faut le débat. Il faut accepter qu'effectivement une partie de la société qui va par exemple mobiliser l'argument religieux, mais il faut du débat. Il faut débattre avec toutes ces personnes-là et expliquer. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que toute la société, disons, soit convertie à la défense des droits des femmes. Mais à nouveau, il y a des responsabilités également politiques et s'il y a de plus en plus de jeunes hommes et de jeunes femmes dans les nouvelles générations qui ont une autre idée de l'égalité, qui croient vraiment à l'égalité, parce qu'au fond, c'est une question de croire ou pas à l'égalité, qui, je rappelle, est quand même inscrite dans toutes les constitutions des pays africains, l'égalité entre tous les êtres humains. Donc, si on croit à cela, évidemment, il faut le mettre en œuvre en pratique. Donc, avec, je pense, cette génération qui monte, je crois que ça va changer sur le plan politique et qu'on va avoir à nouveau une accélération de ce mouvement. Mais cela ne va pas se faire naturellement, cela doit être accéléré par le débat public de qualité, c'est-à-dire un débat public informé. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a tout. Il y a du débat, il n'y a pas nécessairement du débat informé. Il y a de la discussion, il y a aussi des outrances. Et je pense que Galen Baye le disait, quand on s'engage, on prend des risques. Il faut être prêt à prendre des risques. Et dans plein de domaines aussi, notre problème, c'est qu'on veut que des choses bougent, mais on ne veut pas prendre des risques. Évidemment, il faut prendre des risques si on veut faire bouger la société. Et les femmes en particulier sur ces questions qui disent qu'elles sont féministes, certaines, disons, quasiment à longueur de journée, se font insulter sur les réseaux sociaux. Mais il faut être capable d'assumer ces combats-là. Et je crois à nouveau que l'axe de l'éducation est important. L'axe de la recherche, de la documentation des faits est extrêmement important également. Et je crois qu'il ne faut surtout pas se limiter effectivement à 2 semaines chaque année et ne pas se limiter aussi à la question seulement des violences, mais l'élargir vraiment à toutes les inégalités de genre. Alors, justement, en parlant d'impact et d'engagement, Madame Gaëlle Mbengue, j'aimerais revenir sur la criminalisation du viol qui date de 2019 au Sénégal. Selon vous, est-ce qu'elle a eu un impact important et concret dans la baisse des abus que subissent les femmes dans notre société? Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de ces cas où certains cas sont portés au tribunal, mais n'ont pas forcément le résultat qu'on attendait, ont un résultat un peu plus léger que ce à quoi on pouvait s'attendre, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette criminalisation aujourd'hui en 2021, 2 ans après? Alors, 2 ans après, je ne saurais manquer de me réjouir et de féliciter également toutes ces femmes, tous ces hommes, toutes ces personnes aujourd'hui appartenant ou pas à des organisations de la société civile, appartenant ou pas à des organisations de jeunes et de femmes qui se sont battues suite aujourd'hui
à des cas de viol qui ont quand même beaucoup secoué la toile. C'est le cas de Binta Kamara de Tambacounda qui a été violée et tuée, le cas de Koumbayad qui a été violée et tuée, le cas de cette femme qui a été retrouvée à Yoff, violée, inconnue. Donc voilà, ce qui nous a poussé un peu à poser le débat, à mener le plaidoyer pour une criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal. Donc c'est un ensemble de faits donc, qui a pratiquement fait bouger les choses et qui nous a mis sur le terrain afin de demander cette criminalisation à travers la loi 2020-05. Et il faudrait également féliciter et remercier le gouvernement du Sénégal parce que je me dis que c'est une avancée considérable que les femmes puissent être entendues et que nos doléances puissent être entendues. Le viol qui est défini par l'article 320 du Code pénal sénégalais comme tout acte de pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui par menace, violence ou surprise. Donc nous avons quitté le stade du délit qui aujourd'hui toute personne qui violait un individu, donc une mineure avec certaines circonstances que certainement les juges prendraient en compte, recevait une peine de 5 à 10 ans. Donc là, c'était quand on était au stade d'un délit. Nous avons quitté le stade du délit pour arriver au crime et désormais les prédateurs sexuels aujourd'hui seront jugés par la chambre criminelle et ont une peine qui peut aller de 10 à 20 ans allant à la réclusion criminelle. Alors, impact ou pas, donc c'est discutable parce que est-ce qu'aujourd'hui nos magistrats appliquent ces peines à la hauteur des actes? Quand on était au stade du délit, on pensait beaucoup plus à l'auteur de l'acte qu'à la victime, mais aujourd'hui, certes c'est une avancée, mais est-ce que réellement les gens dénoncent? Est-ce que réellement on peut sentir un impact si ces victimes de viol ne dénoncent pas, si ces victimes de violences conjugales n'arrivent pas à briser le silence? Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un ensemble de mesures qu'il faudrait prendre au-delà de cette loi, que les relais communautaires, que les Badjenou Gor également qui jouent un rôle fondamental dans ce processus, que chacun puisse aller dans ce sens de communiquer davantage, que les gens sachent qu'aujourd'hui qu'il y a une loi qui a été votée, que l'on arrive également à briser ces silences, mais il faudrait également se questionner un peu sur ces facteurs qui encouragent ces cas de viol. Aujourd'hui, beaucoup de familles vivent dans la promiscuité et donc dans certains quartiers, il y a un déficit aujourd'hui en termes d'emploi. Donc, c'est des gens qui aujourd'hui passent une longueur de journée. Parfois, c'est des filles qui n'ont pas accès à l'éducation, qui ne vont pas à l'école et qui restent à la maison avec ces prédateurs aujourd'hui. Et c'est des cas aujourd'hui qui sont dans les concessions et certainement à travers des politiques qui vont au-delà, bien évidemment, de cette loi criminalisant le viol, qu'il faudrait mettre en place et mettre en œuvre afin de mettre fin à ces cas de viol. Beaucoup de travail à faire. Parce qu'avant de prendre en charge et de punir, je pense qu'il serait bien de prévenir et de communiquer davantage sur ces faits sociaux. Prévenir et communiquer davantage, on en vient à la dernière question que j'aimerais adresser justement à M. Djiliaby. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'élimination des violences basées sur le genre, c'est une question générale et c'est un défi international. Ce n'est pas seulement un défi pour l'Afrique, ce n'est pas seulement un défi pour le Sénégal. Ça, il faut qu'on l'entende et qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, lorsqu'on parle de cette question-là, Madame Gaëlle Mbaye parle d'informer, de communiquer, de sensibiliser, etc. Moi, j'aimerais qu'on termine par justement les responsabilités de tout un chacun. Comment replacer les responsabilités, que ce soit de la société civile, que ce soit des gouvernants, des populations, etc. Comment est-ce qu'on replace ces responsabilités-là et quelles sont les responsabilités de tout un chacun? Oui, peut-être avant de répondre spécifiquement à cette question, j'aimerais quand même dire peut-être deux mots sur la question de la criminalisation du viol. Avec plaisir. Le premier, c'est revenir à nouveau à la question du suivi et de la documentation des faits. On ne pourra pas savoir l'impact de cette loi si on n'a pas un système qui permet de voir l'évolution justement des cas de viol au moins connus et qui permettrait aussi d'en savoir un peu plus
sur les cas qui ne sont pas signalés. Je crois que ça appelle à de la recherche. On peut avoir un centre dédié au suivi sur des violences basées sur le genre. On a un observatoire sur la parité au Sénégal qui fait un travail très intéressant pour justement suivre la mise en œuvre de la loi sur la parité sur le plan politique. On peut tout à fait imaginer aussi un observatoire, on peut l'appeler différemment, sur à nouveau les violences faites aux femmes, ce qui permettrait de documenter vraiment beaucoup mieux ce phénomène. Et lorsqu'on le documente, on est beaucoup plus à même aussi de tenir un débat en face de ceux qui pensent que ce n'est pas une question importante ou une question centrale. Et le deuxième élément, c'est la mise en œuvre. Ce qui se passe pour les textes que nos États ratifient, ça se passe aussi pour les textes votés à l'Assemblée nationale. Donc le fait d'avoir une loi qui criminalise le viol ne nous dit pas grand-chose en soi sur les mécanismes de mise en œuvre de cette loi. Parce qu'il y a beaucoup d'autres blocages qui sont liés à l'état de la justice, qui sont liés aussi à la manière dont même les policiers vont recevoir les plaintes. Il y a toute une série d'autres actions qui doivent être prises pour que l'objectif poursuivi soit atteint. Il ne suffit pas de voter une loi pour que le problème soit réglé. Le problème n'est réglé que si la loi est mise en œuvre effectivement et si on a un système qui permet de corriger les faiblesses d'ailleurs de la loi à un moment donné en observant qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas bougé. Donc sur cet élément-là, et c'est vrai à nouveau dans tous les domaines, généralement notre problème majeur ce n'est pas d'avoir des lois, notre problème majeur c'est de les appliquer et de penser leur mise en œuvre. On a tendance à penser qu'une fois qu'on décrète quelque chose, on a fini de travailler, on passe à autre chose. Non, une fois qu'on décrète quelque chose, ensuite on pense la mise en œuvre. Et c'est vraiment sur ce point-là que je pense beaucoup de nos États ne font pas le travail qu'il faut. Pour revenir à votre question sur les responsabilités des uns et des autres, je crois que c'est vraiment, on revient à l'essence de la démocratie. Nous, à Wati, on considère que la démocratie, ce n'est pas simplement le processus électoral pour choisir qui nous dirige, c'est d'abord et avant tout la prise en compte de l'intérêt général, donc de l'intérêt des populations. Et c'est pour ça que le débat public informé nous semble être important. C'est pour ça que mettre l'accent sur les valeurs, sur l'éthique, me semble être important. C'est pour ça aussi, et je pense que Gaël Mbaye le disait tout à l'heure, lorsqu'on décortique les questions d'inégalité sur le genre, en fait, on en arrive très vite à toucher tous les autres secteurs de la société. On était à Kolda dans le cadre d'une table ronde il y a quelques années avec Wati et l'un des points clés que les femmes avaient mis en avant, c'était à cette époque-là, il y avait quasiment pas, je pense qu'il y avait un gynécologue, où il n'y en avait même plus pendant plusieurs mois dans toute la région de Kolda. Et cela nous amenait à une question, non seulement à la question évidemment de la non prise en compte des besoins spécifiques des femmes, mais évidemment quand les femmes ont des enfants, c'est pas seulement pour les femmes qu'elles ont, c'est des enfants pour toute la famille. Donc, ce n'est pas une question en réalité seulement de besoins des femmes, mais ça montrait aussi un problème majeur du fonctionnement d'un service public majeur qui est celui de la santé. Donc, je crois qu'en travaillant davantage sur les questions d'inégalité de genre, c'est aussi une entrée qui est très importante pour faire évoluer nos sociétés sur beaucoup d'autres sujets qui sont essentiels pour l'avenir. L'éducation, la santé, l'économie, la manière dont on dynamise nos économies et dont on cesse de considérer l'économie informelle comme étant une sorte de petite économie alors que c'est la véritable économie et qu'elle emploie majoritairement des femmes. Donc, tant qu'on ne travaillera pas sur toutes ces questions ensemble, on ne réussira pas, je pense, à faire les bons que nous souhaitons pour nos sociétés. Que nous souhaitons pour nos sociétés. Merci pour ces mots de la fin, Monsieur Djigliaby. Peut-être rapidement, Madame Bey, vous allez nous donner vos mots de la fin en parlant peut-être des responsabilités à partager quand il en est de la lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, je vous remercie Sophia pour cette invitation et ça a été un gros plaisir de le partager avec Djigliaby, qui est d'ailleurs un partenaire de Africa Jom Center. Nous sommes dans les 16 jours d'activisme qui prennent fin très bientôt, le 10 décembre qui coïncidera avec la Journée internationale des droits de l'homme. J'en profite pour lancer un message à toutes ces organisations de la société civile, au gouvernement, aux ONG, de repenser également à tout ce qui a été fait, d'évaluer le succès et les échecs de tous ces plaidoyers qui ont été mis en œuvre et d'en tirer les conséquences les meilleures.
Voilà, donc Ouais. oranger le monde, tous unis pour mettre fin aux violences faites aux femmes d'ici 2030. Merci beaucoup, Madame Gaëlle Mbaye. Merci encore à Gilles Yabi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission, votre émission Idées, où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Baye et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.